Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a été investi ce dimanche. Il a prêté serment devant la haute cour constitutionnelle. Une prestation de serment qui intervient presque un an après la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi en juillet 2013. Au Nigeria, 4 journaux sont aux arrêts. L'armée nigériane se défend de toute censure et parle d'une opération de sécurité visant notamment les véhicules de livraison de la presse écrite. 250 milliards de francs CFA, c'est la somme qui va être investie sur 3 ans pour lutter contre la pauvreté au Gabon. Une feuille de route a été définie. Le pacte social a été signé ce vendredi à Libreville par plusieurs responsables de partis politiques. Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment ce dimanche au Caire. À l'issue du scrutin présidentiel qui s'est déroulé fin mai, l'ancien maréchal égyptien a recueilli 96,9% des suffrages. Des résultats qui n'ont pas surpris l'opinion. Depuis le renversement de l'ancien président Mohamed Morsi, Abdel Fattah el-Sisi dirigeait l'Égypte. Il était de fait considéré comme l'homme fort du pays. Anan Farouf. C'est ici, au palais Koba, qu'Abdel Fattah el-Sisi, déclaré président le 3 juin par la commission électorale, a prêté serment ce dimanche devant la Cour constitutionnelle suprême. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement au Caire pour assister à la cérémonie d'investiture de l'ex-maréchal. La prestation de serment du président el-Sisi était également très attendue par les Égyptiens. Je pense que c'est un grand pas que l'Égypte fait. C'est une étape qui va changer l'avenir du pays. Les dirigeants vont affluer des 4 coins du monde. En vue de la cérémonie, les forces de sécurité ont été déployées à des endroits stratégiques de la capitale pour éviter les débordements. Des milliers de personnes devraient converger sur la place Tahrir pour célébrer l'événement, même si la tâche du président élu s'annonce titanesque. Il y a beaucoup d'attentes et des attentes difficiles à satisfaire à court terme, compte tenu de la situation du tourisme, des investissements étrangers, etc. Ils sont difficiles à satisfaire. Il faut voir que dans certains quartiers, il y a une misère insupportable, il y a une grosse attente. Donc ils pensent qu'il y a une baguette magique. Les gens ont beaucoup de demandes. Al-Sisi, il a dit une phrase qui m'a un petit peu... je pense qu'il s'est réfléchi, mais ça rejoint mon analyse. Il a dit, s'il y a des grandes manifestations contre moi, je me retire. Mais il faut faire très attention parce que ceux qui ont voté pour lui, la déception serait énorme s'ils n'ont pas des emplois, s'ils n'ont pas un pouvoir d'achat. L'ancien chef de l'armée a été élu à une très large majorité des voix avec près de 97% des suffrages. Ses détracteurs craignent que son élection ne marque un retour à un régime autoritaire. Ses partisans espèrent avant tout qu'il va assurer la sécurité et la croissance économique. Le président égyptien a d'emblée affirmé que l'économie sera l'une de ses priorités. 26 nouvelles stations touristiques, 8 nouveaux aéroports et 22 villes industrielles devraient voir le jour. Toujours en Égypte, un tribunal a condamné à mort 10 dirigeants des frères musulmans pour incitation à la violence. Les accusés ont été jugés par contumace. La justice égyptienne leur reproche d'avoir participé en 2013 à une manifestation contre l'armée, laquelle avait fait 2 morts. 38 co-accusés, dont le guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badi, connaîtront leur verdict final d'ici la fin du mois de juin. Ils ont abîmé notre pays. Ils nous ont laissés et rendus fous. Le juge est plus perspicace que nous et s'il estime qu'il mérite la mort, qu'il en soit ainsi. Je pense que le verdict est juste. L'année qui vient de s'écouler a été horrible. Je n'ai aucun doute sur la décision rendue. Je crois même qu'ils méritaient plus. Nous souffrons de ce qu'ils nous ont fait endurer l'an passé. Au Nigeria, l'hebdomadaire Weekly Trust a été empêché de distribution dans plusieurs régions du pays. Cela s'ajoute aux arrêts de distribution du quotidien Daily Trust et de 3 autres parmi les plus importants du pays, le Nation, le Leadership et Punch. Selon le porte-parole des armées, Chris Olukolade, ces assauts n'ont rien à voir avec le contenu des journaux. Les militaires soupçonnent les camions de distribution de ces journaux de transporter illégalement des armes. Écoutons à ce propos l'analyse d'Alfred Chango, éditorialiste. On ne comprend pas d'abord cette inefficacité, cette incapacité de l'armée nigériane
qui est quand même l'une des armées les mieux équipées d'Afrique, à pouvoir contenir et contrôler justement ce mouvement rebelle. Alors, la presse nigériane a tendance effectivement à déplorer, à être assez critique vis-à-vis de cette impuissance de l'armée nigériane. Rien n'explique naturellement que l'armée puisse interdire les critiques, la presse qui ne fait que son devoir, son travail d'informer la population et puis d'analyser, d'informer l'opinion, d'analyser la situation et de dénoncer finalement ce qui ne marche pas, ce qui, au lieu d'entraîner l'interdiction de la presse, aurait dû justement inciter les autorités militaires et politiques à pouvoir mieux penser leur stratégie pour contrer Boko Haram et éviter les massacres qui sont en train de se commettre. À Bangui, à partir de ce dimanche, les civils qui possèdent des armes sont invités à les déposer à leur mairie d'arrondissement. Cela concerne aussi les habitants de Bimbo et Begouaou, sorties sud et nord de la capitale centrafricaine. Le Premier ministre André Zapayeke s'est rendu dans plusieurs de ces mairies de quartier pour rencontrer les habitants et leur expliquer son initiative. Amna Tadjak. Une opération de désarmement volontaire se déroule ce dimanche dans plusieurs communes de Bangui, la capitale centrafricaine. Les personnes possédant des armes sont invitées à les déposer auprès de leur chef de quartier ou à leur mairie d'arrondissement. Pour le gouvernement, il s'agit d'une stratégie pédagogique qui vise à désarmer tous les secteurs de la capitale tout en adhérant les populations au processus. C'est extrêmement difficile de désarmer si on n'a pas une adhésion de la population. Mais c'est le but justement de ces rencontres, de ces dialogues que nous avons, des discussions, rassurer les gens. Et c'est pour ça surtout que nous avons lancé le processus dans les 8 arrondissements à la fois, plus Begouaou et Bimbo. Cette initiative est saluée par le coordinateur général des Centrafricains de France, Emmanuel Olivier Gabiro, qui toutefois estime que l'opération est intervenue tardivement. La coordination générale des Centrafricains de France a proposé ce désarmement parmi d'autres mesures, par exemple une table ronde et surtout le désarmement qui devrait être prioritaire. Tout en me réjouissant de cette initiative, je déplore néanmoins qu'elle intervienne avec un grand retard. Ce qu'on doit faire, c'est beaucoup plus chercher à épargner la vie de la population dans une période de crise. Le désarmement volontaire a été décidé par les autorités après l'attaque de l'église Notre-Dame de Fatima qui a fait 15 morts et plusieurs blessés le 28 mai dernier. Nombreux sont les Centrafricains qui doutent de la réussite de l'opération et appellent à un désarmement forcé. Dessiner un avenir meilleur, plus juste et équitable pour les générations à venir, c'est l'ambition poursuivie par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Un pacte social a été mis en place. Le document a été signé ce vendredi au palais présidentiel par le chef de l'État et une trentaine de partis politiques de tous bords. Douglas Toutoumé, notre correspondant au Gabon. Plus de la moitié de la population gabonaise est touchée par la pauvreté. Pour réduire au maximum cette tendance, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a proposé aux forces vives de la nation de s'unir à travers la signature d'un pacte social. Un projet qui prend en compte une bonne partie des problèmes des Gabonais. Ce vendredi à Libreville, plusieurs partis politiques ont paraphé le document. Dessinons donc ensemble les contours de ce que sera notre avenir et de ce que nous léguerons à nos enfants lorsque l'heure des comptes arrive. S'il y a un perdant, ce perdant, ce sera le Gabon. Et s'il y a un vainqueur, ça sera également le Gabon. Le pacte social est une feuille de route générale tracée par le chef de l'État dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations. Une enveloppe de 250 milliards de francs CFA sera dégagée sur 3 ans pour ce grand projet. Ce budget servira concrètement à financer les projets de développement des activités génératrices de revenus, sans oublier la mise en place d'un fonds de microcrédit et la création d'emplois. Le PDS, qui est un parti socialiste, et dont l'un des piliers est précisément la solidarité sociale, ne pouvait pas rester insensible à cet appel-là. Plus que jamais convaincus de la nécessité de cette action, les signataires entendent peser de tout leur poids pour en faire un projet concret. Nous allons peser de tout notre poids, au même titre que les autres signataires, pour que, bien entendu, ce pacte social ne soit pas une vue de l'esprit. Malgré l'entame du vaste chantier de construction du Gabon émergent, qui se traduit par des réformes structurelles et une croissance de l'ordre de 6% contre 2% auparavant, il n'y a pas eu de réduction des inégalités sociales telles que souhaitées jusqu'à ce jour. La signature de ce pacte social passe pour être la solution à court terme d'une bonne partie des problèmes sociaux au Gabon.
Match amical international entre le Cameroun et la Moldavie ce samedi. Les Lions indomptables se sont imposés sur un score de 1-0. Autre match de préparation en vue du Mondial du Brésil. Le match Nigeria-États-Unis qui s'est joué ce samedi. Les Super Eagles se sont inclinés. Score final 2-1. Et puis un autre match de préparation se profile. Mardi, le Ghana affrontera la Corée du Sud. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.